parole est maintenant à Monsieur Philippe Folliot, du groupe de l'Union des démocrates et indépendants, pour un temps de parole maximal de 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Cela a été rappelé, le déploiement des défibrillateurs n'est pas une question nouvelle, mais il n'en reste pas moins un enjeu essentiel, puisque 50 000 personnes meurent chaque année en France des suites d'une fibrillation cardiaque. Le rappel de ce chiffre dramatique justifie à lui seul qu'on débatte de ce sujet aujourd'hui. Je remercie notre collègue De Col d'avoir apporté, d'avoir porté ce sujet et de faire de telle sorte que nous puissions échanger sur cette question cet après-midi. Depuis plusieurs années, le développement des défibrillateurs a connu un progrès considérable qu'il convient de souligner. Désormais, automatique et simple d'usage, l'appareil est utilisable par tous et le recours au défibrillateur n'est plus considéré comme un acte médical, mais bien, bel et bien, comme un geste citoyen. Si l'utilité du défibrillateur n'est plus à prouver, le problème aujourd'hui réside dans l'inégale répartition sur le territoire national des instruments. L'équipement en défibrillateur entièrement automatique varie ainsi de 5 à près de 4 000 pour 100 000 habitants. Pour votre parfaite information, il y en aurait une dizaine rien qu'à l'Assemblée nationale. Et c'est là où on entre dans le schéma d'inéquité. Je veux dire, je dois avoir un accident cardiaque à l'Assemblée nationale, ou si j'ai ce même accident cardiaque dans les monts de la Cône et dans ma chère commune de Saint-Pierre-de-Trévisy, eh bien, par définition, les chances de survie ne sont pas les mêmes pour deux raisons. C'est un, par rapport à l'accès à un défibrillateur, et sans parler de l'accès à un hôpital qui, dans nos secteurs de montagne reculés, est par définition beaucoup plus difficile. Mais bon, je ne vais pas parler des questions relatives à la montagne, puisque toute cette nuit et ces derniers jours, dans le cadre de la loi montagne, nous avons abordé ces problématiques-là, et en disant du reste combien il était important que le volet santé soit présent dans ce texte. Aussi, cette proposition de loi présente un intérêt certain, puisqu'elle vise à pallier à l'absence de stratégie du développement global des défibrillateurs, et ce, de manière équitable et équilibrée sur l'ensemble du territoire national. Et nous ne pouvons que regretter que sur un sujet aussi important, la Commission des affaires sociales ne soit pas parvenue à un consensus, parce que je crois qu'il y a des sujets qui devraient transcender les clivages et sur lesquels il nous paraît particulièrement important d'être d'accord. Et j'espère que la séance va nous permettre de pouvoir avancer et pour que nous puissions effectivement avoir ce même consensus qui nous permettra de donner un signal fort et un élément d'efficacité. En effet, la suppression des articles 1 et 3 a été particulièrement dommageable et affaiblit sensiblement le texte. Le renforcement des sanctions contre les détériorations envers les appareils médicaux externes prévus à l'article 1er était un signal de fermeté, envoyé un signal fort à nos concitoyens par rapport à des éléments, j'allais dire, d'incivisme caractérisé. Nous comprenons les critiques à l'égard de cet article, mais pour autant nous estimons que le code pénal n'est pas forcément suffisamment sévère sur ces sujets de protection de l'ordre public. Ainsi même, si cette peine de prison et cette amende, 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende peuvent relever du symbole, il reste important. Dans le même temps, les députés du groupe UDI se sont opposés à la suppression de l'article 3. Ainsi que l'a présenté notre éminent collègue rapporteur, l'article 3 rend obligatoire l'installation de défibrillateurs dans de nombreux endroits, notamment dans les entreprises de 50 salariés ou plus, ainsi que dans les équipements commerciaux,
d'une superficie supérieure à 1000 mètres carrés. Il est précisé que les défibrillateurs automatisés externes pourront être mis en commun entre ces locaux s'ils sont à proximité immédiate ou s'ils partagent un même site. Il en va de même pour les immeubles collectifs à usage principal d'habitation ainsi que pour les établissements recevant du public. Alors que la réactivité est essentielle dans le cas d'une fibrillation cardiaque, cette disposition vise justement à assurer le déploiement des appareils sur l'ensemble du territoire. Pour autant, plutôt qu'une implantation uniforme répondant à une norme législative stricte, nous reconnaissons qu'il faudrait imaginer des différenciations entre les zones rurales ou les zones urbaines très denses, où les temps d'intervention peuvent être plus ou moins longs, ce que je disais tout à l'heure. L'examen cette semaine du projet de loi de modernisation du développement et de protection des territoires montagne nous fait bien prendre conscience des spécificités propres à chaque territoire et du besoin d'adapter les normes, ce que nous avons longuement débattu ces 3 jours derniers. Il faut donc laisser davantage aux élus locaux le choix de prendre des mesures les plus appropriées en fonction de l'emplacement des lieux à risque, des distances à parcourir et des flux de circulation. Aujourd'hui, on assiste parfois à des paradoxes puisque seuls 15% des stades français sont équipés d'un défibrillateur. Le groupe UDI salue le maintien de l'article 2, réaffirmant l'obligation de formation à l'utilisation d'un défibrillateur externe automatisé. En effet, outre l'apprentissage des gestes qui sauvent, grande cause nationale cette année, la formation doit apprendre aux citoyens à repérer les symptômes et avoir le réflexe d'utiliser un défibrillateur cardiaque. Les études montrent que les risques de mauvaise utilisation sont faibles, mais on peut considérer que dans un état de stress, les témoins d'un accident cardiaque peuvent perdre leurs moyens en quelques secondes. Le taux de survie des victimes est de 85% si un défibrillateur est utilisé dans les minutes suivant la perte de conscience, contre 3 à 5% à peine si l'on ne fait rien. Par ailleurs, il est essentiel d'agir dans les 4 premières minutes, car après, la perte de chance diminue de 7 à 10% par minute. Au-delà de la défibrillation, nous estimons qu'il serait important de mieux former l'ensemble de nos concitoyens aux premiers gestes de secourisme de manière plus générale et plus systématique. À la rentrée, la ministre de l'Éducation nationale a annoncé que tous les élèves de classe de 3e seront formés aux gestes de premier secours pendant 1 à 2 heures. Pour mémoire, cette mesure concernait jusqu'à présent à peine 20% des élèves. À compter de cette année, ce sont donc 1,2 million de collégiens qui devraient être sensibilisés à ces questions-là. Et c'est un élément important parce qu'une fois rentrés chez eux, ils en parlent aux parents, ils en parlent à l'environnement familial et cela permet, j'allais dire assurément, de faire progresser la prise de conscience collective qu'il doit y avoir sur la nécessité de maîtriser ces gestes de premier secours. Une formation doit également être dispensée aux agents publics par les communes et plus largement dans les entreprises et dans les associations. Mes chers collègues, nous entendons les critiques sur cette proposition de loi et notamment la question de responsabilité. À ce jour, aucune loi n'impose aux maires l'installation de défibrillateurs. Ainsi, la responsabilité pénale d'un maire ne saurait être engagée que si le maire, ayant de sa propre initiative fait installer un défibrillateur, n'a pas suffisamment veillé à son bon fonctionnement et à son entretien. De même, aucune obligation d'implantation de défibrillateurs en entreprise existe actuellement. Le Code du travail oblige simplement l'employeur à organiser dans son entreprise les soins d'urgence et à donner aux salariés accidentés et aux malades. Conseillé par le médecin du travail, le chef d'entreprise définit les modalités d'intervention adaptées aux situations accidentelles et d'urgence médicale en fonction des risques propres à l'entreprise et en liaison avec des services extérieurs de secours et d'urgence. Il ne faudrait pas ajouter de nouvelles contraintes sans étude d'impact en termes de coûts et d'organisation. Sur la question du budget, justement, il faut bien avoir à l'esprit qu'au-delà du prix de l'appareil, autour de 1 700 € en moyenne, et de sa mise en place, il y a un coût d'entretien.
Il a en effet été démontré que l'absence de vérification régulière de l'état de l'appareil peut entraver son bon fonctionnement. Après l'installation, 2 points sont à surveiller, en particulier les batteries dont la durée varie de 1 à 5 ans et les électrodes sur lesquelles figure une date de péremption de 2 à 7 ans. En outre, enfin, cette proposition de loi, il faudrait à terme prévoir un registre recensant les différents défibrillateurs afin de savoir où ils sont situés et prévoir un suivi de l'état de fonctionnement des appareils. Aujourd'hui, il existe seulement des applications non officielles. Je pense notamment à l'application Staying Alive, m'excuserez de la prononciation, qui permet de géolocaliser les défibrillateurs. Donc c'était de l'English Patois, comme vous avez pu le constater. Je l'ai rappelé dans mon intervention. En matière de défibrillation, il faut agir vite. Aussi, si les initiatives locales permettent de localiser les appareils sont à saluer, il vaudrait mieux recueillir et rassembler ces précieuses informations. Ainsi, ces remarques générales posées, les députés du groupe UDI soutiendront cette proposition de loi que l'on peut qualifier d'ambitieuse et de responsable. Je vous remercie. Merci, Monsieur Folliot. La parole est maintenant à Monsieur